Donc bonjour à toutes et tous. Donc les notaires d'Auvergne que j'ai l'honneur de présider sont heureux donc de vous accueillir dans nos locaux, mais sont également heureux d'être chez vous pour les personnes qui sont en visio, puisque je crois qu'on a entre 80 et 100 personnes qui nous regardent aujourd'hui en visio. Ce thème de la fiscalité donc regroupe pas mal de personnes. Donc vous allez avoir l'honneur d'écouter des professionnels avertis sur ce sujet. Maître Achard, notaire et vice-présidente de la Chambre des notaires. Maître Ladoux, il est là-bas, notaire et également vice-président. Maître Fuselier, notaire à Clermont. Maître Dutour, notaire à Pont-du-Château. Et Monsieur Grenier, gestionnaire de patrimoine à la société Unofi, qui est toujours notre partenaire. Je les remercie tous pour leur implication, leur dévouement dans la préparation de cette réunion. Et je vais leur laisser la parole dans quelques instants. Avant cela, je rappelle donc aux personnes qui sont en visio qu'ils peuvent utiliser le chat pour éventuellement poser des questions, car leur micro donc, sera coupé pendant la conférence pour le confort de tous. Donc je vous souhaite une bonne réunion et voilà, on va passer la parole à Maître Achard. On va attaquer par 5 points. La fiscalité personnelle et patrimoniale, le bouclier tarifaire énergétique, la fiscalité des entreprises, la TVA, la facturation électronique, je ne suis pas sûr, ça va être surtout la TVA, la fiscalité et la transmission du patrimoine. Voilà, vous n'hésiterez pas à poser des questions, ce sera surtout à la fin, il y aura un moment d'échange où vous pourrez poser toutes vos questions. Maître Achard. Donc je vais vers la gauche, c'est ça ? C'est ça. Alors, moi, je vais vous parler essentiellement de l'impôt sur le revenu. Donc, voici le nouveau barème pour les revenus de 2022. On constate simplement un relèvement des seuils de 5% 40. Voilà, donc pas grand changement en ce qui concerne l'imposition. Alors, là, nous sommes sur les personnes donc, qui travaillent en France, mais qui travaillent pour le compte d'un employeur étranger. Jusqu'à présent, c'était donc l'employeur étranger qui devait effectuer le prélèvement à la source. Peut-être parce que l'argent ne rentrait pas assez vite, il a été décidé donc en modification que ça serait prélevé directement sur le compte du salarié dans sa déclaration. Donc changement de mode. Alors, ça, c'est ce qui concerne nos conjoints survivants jusqu'à présent. Donc, il fallait pour avoir droit à la demi-part que plusieurs conditions, notamment que la personne âgée avait plus de 74 ans, que le défunt est également âgé de plus de 74 ans et titulaire d'une carte de combattant ou d'une pension militaire. Ils ont revu donc toutes ces conditions et maintenant c'est à tous les conjoints survivants de plus de 74 ans, de personnes titulaires de la carte du combattant, quel que soit l'âge en fait du défunt. Il n'y a plus l'histoire qu'il faut qu'il ait plus de 74 ans ou moins de 74 ans. Alors, au niveau de l'outre-mer, sur la défiscalisation, il était prévu donc une réduction de 50% du montant de l'investissement pour les gens qui étaient à l'impôt sur le revenu, une déduction du bénéfice imposable pour les sociétés à l'IS, et donc on nous apprend que c'est reconduit jusqu'au 31 décembre 2029. Alors, prorogation des plus-values immobilières. Donc, quand vous vendez donc un bien et que l'acquéreur est une société qui a un but de logement social, vous avez donc une exonération qui est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. En ce qui concerne une autre exonération qui était le calcul des plus-values en cas de surélévation, donc là, il y avait également un engagement à réaliser achevé exclusivement dans les délais de 4 ans à compter de la date d'acquisition. Ce délai pour les cessions de droits de surélévation est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, en ce qui concerne, donc ça concerne beaucoup de monde, quand on a donc une employée de salarié à domicile, il y avait un crédit d'impôt sur le revenu dans la limite en principe de 12 000 €. Ils n'ont pas touché le montant déclaré, mais ils ont surtout indiqué que maintenant, dans la déclaration d'impôt 2042, vous devez indiquer la nature des services au titre desquels cette personne vous avez engagé de dépenses. Donc ça veut dire qu'il faudra dire femme de ménage, jardinier et tout qui va bien. Alors, aussi très intéressant pour les jeunes couples, ce sont donc les gardes à l'extérieur du domicile des enfants âgés de moins de 6 ans.
Donc il y avait un crédit d'impôt dans la limite de 2 300 € par enfant à charge qui est porté à 3 500 € par enfant, ce qui fait un avantage maximum par enfant quand même de 1 750 €, donc d'application immédiate aux revenus de cette année. Enfin, donc les personnes qui louent une partie de leur résidence principale, donc il faut qu'elles le fassent de façon habituelle, une ou plusieurs pièces, sont exonérées d'impôt sur le revenu sur le produit de cette location lorsque celle-ci n'excède pas 760 € par an. Il devait prendre fin au 31 décembre 2023. Il est prorogé jusqu'au 15 juillet 2024. La parole à Maître Dutour. Merci, merci. Donc on va commencer, on va sortir un peu de la loi de finances pour faire un petit focus sur le DPE. Il nous a semblé important d'en parler parce qu'il y a des conséquences, enfin il y a deux articles dans la loi de finances qui parlent des travaux énergétiques. Donc pour faire un petit point et pour qu'il y ait une correspondance, on vous propose de faire un rapide focus sur le DPE et surtout... C'est là ? Surtout que depuis le 1er juillet 2021, le DPE n'a plus seulement une valeur informative. Le propriétaire engage désormais sa responsabilité contractuelle et juridique lorsqu'il transmet le DPE à son locataire. Alors un petit rappel sur les étiquettes, hein, ça va de A à G. Et ce qu'il faut avoir en mémoire, c'est que G et F sont dans le viseur des logements qui vont devenir indécents. Le diagnostiqueur s'appuie, pour déterminer cette étiquette, s'appuie sur les caractéristiques physiques du logement, uniquement à partir des factures de travaux qui lui sont transmises. En leur absence, donc le classement du logement sera défavorable par facto, de facto. Par définition, il sera défavorable. Donc il faut conserver toutes les factures de travaux qu'on réalise dans les différents logements dont vous êtes propriétaire et qui sont soumis à la location. Exception à l'encadrement à la relocation, eh bien effectivement, respect d'un seuil minimal de performance énergétique, soit une consommation énergétique inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an. Voilà. Pour les logements énergivores qui ne respectent pas ce seuil, il sera interdit d'augmenter le loyer entre deux locataires. Depuis le 1er juillet 2021, le DPE est d'ailleurs opposable. Donc en cas de manquement ou d'erreur, le locataire pourra se retourner contre son propriétaire et obtenir réparation. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un document contractuel. Donc depuis le 1er janvier 2022, toutes les annonces de location doivent faire mention des classifications des logements en matière d'énergie et de dépenses énergétiques. Alors, a priori, toutes les annonces le mentionnent, mais on s'aperçoit que certains s'en dispensent. À partir du 1er janvier 2023, le logement ne pourra être mis en location que si la consommation d'énergie ne dépasse pas le seuil de 449 kWh par mètre carré et par an, d'énergie finale par mètre carré de surface habitable. Au-dessus de ce seuil, supérieur à 450 kWh, les logements seront interdits à la location. C'est la classe G sur le DPE. À partir du 1er janvier 2025, eh bien, les DPE anciens générés par l'ancienne méthode ne pourront plus être utilisés au titre de la location. Il faudra refaire faire des DPE nouvelle méthode. Et il n'y aura qu'une seule méthode de calcul des dépenses énergétiques. Et puis un seuil intermédiaire à 330 kWh par mètre carré par an pourrait être fixé pour la période du 1er janvier 2025. Voilà. Donc il faut faire très attention, c'est vraiment un sujet sur l'immobilier, sur la valorisation des biens immobiliers. À partir du 1er janvier 2028, l'ensemble des passoires énergétiques désignées par les étiquettes F et G seront exclus du marché locatif. C'est pour pousser les propriétaires à faire des travaux. Et on va y venir, et c'est là où on va rebondir sur la loi de finances. Donc, je passe, pardon.
L'annonce de vente doit mentionner de façon lisible et en couleur les classements énergétiques. C'est lorsque vous achetez un frigo, vous avez exactement les mêmes dispositifs visuels. L'annonce de vente devra en outre indiquer le montant des dépenses théoriques annuelles. Et ça engage, c'est le montant des dépenses énergétiques. À partir du 1er janvier 2028, toujours par ailleurs, si la mise en vente concerne un logement dont la consommation énergétique excède le seuil de 330 kWh, l'annonce de vente et les actes de vente devront mentionner que ce seuil sera respecté à compter du 1er janvier 2028. Et le propriétaire doit fournir toutes les informations sur les équipements de chauffage collectif, sinon les critères pénalisants seront retenus par défaut. Donc le DPE est utilisable autant pour une vente que pour une location, mais il faut faire attention, c'est qu'à partir du 1er avril 2023, il faudra réaliser un audit énergétique permettant d'améliorer la situation énergétique du bien. La réalisation d'un audit énergétique sera obligatoire pour les ventes de maisons individuelles et des immeubles en monopropriété, classés F ou G. Donc 1er avril 2023, c'est demain. Et on a vérifié le décret de 2022, c'était normalement à compter de septembre 2022, je crois, et c'est revenu, et ça a été reculé au 1er avril 2023. Alors peut-être qu'il y aura une reculade, une nouvelle reculade de la part du gouvernement, mais néanmoins, il y a une vraie volonté de forcer les propriétaires à donner une information et à constater, et de faire un audit sur un audit énergétique sur les immeubles donnés en location pour permettre d'améliorer leur situation énergétique. J'ai fini ce bref rappel. Et pour revenir à la loi de finances, qui nous permet de se dire, tiens, c'est super, parce qu'on a rehaussé la limite de déficit imputable sur le revenu global de 10 700, on l'a passé à 21 400 € à la condition de faire des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est un peu la carotte pour nous faire avancer dans les dépenses, les travaux de rénovation énergétique. Alors un petit exemple vous est proposé. Un propriétaire perçoit un revenu locatif brut de 20 000 € et supporte des dépenses suivantes. Travaux de rénovation énergétique, 30 000 €. Des autres dépenses, 15 000 € et des intérêts d'emprunt pour 3 000 €. Donc on a un déficit foncier de 28 000 €. Donc effectivement, on a 48 000 € de dépenses, on a 20 000 € de recettes, ça nous fait un déficit foncier de 28 000. Le problème, c'est que vous voyez, la règle d'imputation, normalement, on impute en priorité les intérêts d'emprunt sur les revenus fonciers. Puis après, on impute les travaux, etc. Et on peut imputer ensuite sur les revenus globaux 10 700 ou les 21 400 à la condition qu'on ait fait des travaux spécifiques de travaux de rénovation énergétique. Mais pour l'instant, on n'a pas le décret qui nous permet de savoir quelle est la priorité. Est-ce que je peux déduire prioritairement mes travaux liés aux dépenses, à la rénovation énergétique ou aux autres travaux? Donc on attend un peu les détails et l'analyse de l'administration fiscale. Pour nous faire plaisir également, d'accord. Pour nous faire plaisir, une petite réduction d'impôt. Donc, vous savez que lorsque vous participez à la création d'entreprises, de sociétés, eh bien, vous avez une déduction fiscale sur vos revenus. Le taux classique est de 18% et est majoré à 25%. Et chaque année, cette situation est prorogée, chaque année, d'année en année. Donc, voilà. Alors, l'intérêt, c'est de souscrire au capital de manière assez importante, puisque l'abattement de 25% de réduction d'impôt, c'est sur un financement de 100 000 € pour un couple et 50 000 € pour une personne célibataire. Donc jusqu'à 50 000 € dans la souscription du capital social, on peut déduire 25% sur ses revenus. Alors c'est le débat, petit capital, gros capital. Donc cette mesure, c'est pour financer les fonds propres des entreprises et durablement. Alors en matière de droit d'enregistrement,
un petit focus, je ne sais pas si le public est très intéressé, mais les notaires sont très intéressés puisque les baux de plus de 12 ans sont soumis à un droit d'enregistrement et les baux ruraux à long terme étaient exonérés. Donc les baux de plus de 12 ans, c'est les baux ruraux à long terme qui permettaient d'avoir des déductions fiscales. Eh bien, ce coup-ci, on va payer 0,498% du montant des loyers sur 18 ans. Donc ça surenchérit le coût des baux ruraux à long terme qui étaient soumis à publicité foncière. Et ce, à compter du 1er janvier de cette année. Donc il faut être vigilant. Si vous faites un bail rural à long terme, ça augmente le coût. Et ce coût, c'est qui doit le supporter? Est-ce que c'est le bailleur? Est-ce que c'est le preneur? L'intérêt du bailleur est prédominant, donc on aura intérêt, le bailleur, à dire je le paye pour avoir les bénéfices suivants, parce que le bail rural à long terme, ou le bail cessible, porte sur les parts de GFA bénéficiant d'une exonération partielle en matière de droit de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire en droit de succession, à la condition d'un engagement de conservation de 5 ans par bénéficiaire. Ça, c'était la règle antérieure. Et la loi de finances, le législateur, a dit OK, mais au lieu de conserver pendant 5 ans, on peut passer à 10 ans, mais au lieu d'avoir l'exonération sera maintenue à 75%. Donc on va avoir une augmentation de l'exonération à la condition de conserver les biens pendant 10 ans dans son patrimoine à usage rural. Hein? C'est clair ce que je dis? Donc, on a augmenté les seuils à la condition d'augmenter son engagement de conservation. Et si on veut rester sur une période de 5 ans, eh bien, on aura un seuil d'exonération inférieur. La parole à M. Grenier. Eh bien, je laisse la parole à M. Grenier. Pour poursuivre, une actualité sur le 787B du CGI, plus connu sous le nom de loi Dutreil. Pour rappel, la loi Dutreil, c'est un abattement sur la valeur fiscale transmise de moins 75% lorsqu'il s'agit d'une entreprise. Il y a 2 familles de critères et de conditions pour bénéficier de ce texte. Premièrement, une activité qui est soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Et deuxièmement, parallèlement à ça, une obligation de conservation du bien ou des titres correspondant à cette activité pendant une durée globale de 6 ans. La question se posait de savoir si les 2 conditions étaient liées l'une à l'autre. C'est-à-dire si je devais conserver pendant la durée de conservation de 6 ans des titres, aussi continuer l'activité. À la base, le texte ne le prévoyait pas et l'administration fiscale a dit oui, il faut proroger, continuer l'activité éligible durant toute la période d'engagement. La Cour de cassation réunie en chambre commerciale a dit administration fiscale, je ne suis pas d'accord avec toi, tu ajoutes une condition à la loi alors que la loi ne peut pas être décidée par l'administration fiscale. Réaction immédiate du législateur qui est venu appuyer la décision et la position en fait de son administration. Un point très important, c'est que durant ces 6 ans, je ne suis pas obligé d'exercer la même activité tant qu'elle est bien dans les conditions d'activité éligibles. Par contre, on ne sait absolument pas comment se passe la substitution des activités. Mais globalement, retenez qu'il faut toujours utiliser une activité éligible tout au long des engagements qu'on fait dans le cadre d'un pacte Dutreil. Ça pose par contre 2 problématiques de rétroactivité assez importantes. La première est relativement mineure dans la mesure où se pose la question que la loi a été mise en vigueur, mise en activité le 18 août. Or, elle concerne aussi les transmissions qui ont eu lieu à partir du 18 juillet. Ce qui constitue une insécurité juridique, certes, mais qui est quand même limitée à 1 mois. Là où ça devient plus grave, c'est que ça concerne aussi les actes qui ont été passés dans le passé, d'accord, mais qui ont des engagements qui durent encore aujourd'hui. Je vous donne un cas qui peut être concerné par ça. En janvier 2022, j'ai décidé de faire une donation sous la loi Dutreil, d'accord ? Et donc, mes engagements vont courir jusqu'en 2028. Je comptais cesser mon activité, par exemple, en 2024 ou 2025. Eh bien, je suis concerné par ce texte. Ce qui veut donc dire que, alors qu'au moment où j'ai fait mon acte, je n'étais pas concerné par cette disposition légale, eh bien, je vais devoir m'adapter alors que mon acte est passé, ce qui pose une réelle question de constitutionnalité de ce texte.
Et enfin, je finirai ce point par une question, un cas d'école. En fait, quand vous vendez par exemple des droits sociaux d'une société, par exemple une SCI, vous avez des droits d'enregistrement qui s'appliquent. 5% par exemple sur une SCI. L'administration fiscale considérait que quand je vendais l'usufruit d'une part sociale, je devais faire porter les 5% sur la valeur de l'usufruit de cette part sociale. La Cour de cassation a rappelé que l'usufruitier n'est pas associé, en conséquence de quoi il n'est pas propriétaire, et s'il n'est pas propriétaire, ça n'emporte pas mutation de propriété. Donc, une cession d'usufruit temporaire se voit imposer à un droit fixe de 125 €. Hop là. Alors, le bouclier tarifaire énergétique. Alors, je peux passer assez rapidement. Je vais vous montrer juste un tableau qui résume assez bien la situation. Alors, c'est vrai que ça intéresse les entreprises, bien entendu, puisqu'on est tous effectivement confrontés à ces hausses de tarifs. Alors, bon, les TPE, ce bouclier tarifaire, il faut savoir que ça limite en moyenne de 15%. Contre 4% en 2022, la hausse des tarifs d'électricité. C'est à peu près la moyenne qui est retenue, c'était 4% en 2022, et ça devrait limiter de à peu près 15% la hausse du tarif. Donc ça, c'est pour les TPE qui ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, bon, avec une question de puissance souscrite. Pour les TPE qui sont hors bouclier et les PME, vient un deuxième mécanisme qui est l'amortisseur. Alors là, l'amortisseur d'électricité, donc pareil, il est destiné à protéger les professionnels qui ne sont pas concernés par le bouclier tarifaire. Et cet amortisseur, en fait, il est calculé sur une part variable d'énergie, pas sur l'abonnement. Et il prend en charge à peu près sur 50% des volumes si le prix est entre 180 et 500 MW crête, l'écart entre le prix de l'énergie. Bon, il y a des calculs qui vont être précisés sur tout ce qui est amortisseur. Il faut savoir que ça fait deux systèmes un petit peu distincts, difficilement compréhensibles tant qu'on ne se planche pas sur le sujet, mais qui existent en tout cas. Et pour les ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, aucun mécanisme n'a été prévu. Voilà pour le bouclier tarifaire, c'est assez succinct, mais voilà, c'était ce qu'on avait prévu faire. Donc je repasse la parole à Pierre-Louis Grenier. Il n'a pas dû s'asseoir en fait. Donc concernant le volet fiscalité des entreprises, la mesure phare en fait de cette loi de finances, c'est le relèvement de la limite du bénéfice de l'impôt sur les sociétés à 15%. Donc pour rappel en fait, concernant l'impôt sur les sociétés pour les entreprises, il se situe en deux tranches. La tranche générale qui est à 25% et, suivant certaines conditions et certaines limites, je peux bénéficier en fait d'un impôt sur les sociétés à 15%. Les conditions sont les suivantes: chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 millions d'euros, capital entièrement libéré. J'insiste un tout petit peu sur le capital détenu directement ou indirectement à 75%. Ça veut bien évidemment dire que si j'ai une holding et un groupe, je peux en bénéficier, d'accord? Parce que je détiens directement ou indirectement à 75%, moi, personne physique. La limite, en fait, était sur les 38 120 premiers euros, sur lesquels j'étais imposé à 15%. Cette limite est relevée à 42 500 euros. Pour l'exercice clos à compter du 31 décembre 2022. En ce qui concerne les impôts locaux et les entreprises, alors, ça présente son intérêt, mais c'est assez technique. Revenons sur 2010 et la suppression de la taxe professionnelle. Elle est sortie par la porte, elle est revenue par la fenêtre, puisque, en définitive, aujourd'hui, nous avons une contribution économique territoriale, composée de deux choses. Une contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est ce qu'on va voir, et une contribution foncière pour les entreprises. Là où effectivement c'était problématique, c'était que la contribution foncière s'appuyait sur une valeur locative et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises s'appuyait sur l'activité de l'entreprise elle-même. On assiste donc en fait à une suppression progressive de cette contribution sur la valeur ajoutée. Donc le taux est réduit de 50% en moyenne sur 2023, de 0% de CVAE à payer lorsqu'on a un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros et un plafonnement à 0,375 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. N'oublions pas, pour compenser ça, que la taxe additionnelle CCI est portée de 3,46 à 6,92, ce qui permet un peu de mesurer, les vases communicants qu'il y a sur cette fiscalité locale des entreprises.
on va atteindre une suppression totale en 2024. Deuxième point, c'est qu'on tire toutes les conséquences en fait, de cette suppression de la CVAE en disant que, en fait, historiquement, on ne pouvait pas me prélever plus de 2% de ma valeur ajoutée en termes de CET. Là, l'idée, c'est d'aller baisser en fait, ce plafond pour vraiment éliminer de la logique la CVAE. Et donc, on va passer à 1,625 en 2023, puis à 1,25. Un autre point, et du coup, c'est le pendant. On a vu la CVAE. Et l'autre pendant de la contribution économique territoriale, c'est la contribution foncière des entreprises. Elle-même basée sur la valeur locative des locaux professionnels. La dernière fois qu'elle avait été réévaluée, c'était le 1er janvier 2017. Elle aurait dû être réévaluée au 1er janvier 2023. Mais j'imagine que pour soulager et puis pour tenir compte, en fait, c'est vrai, de l'évolution de ces prix, on a décidé de reporter cette actualisation à 2025. Un dernier point en ce qui concerne la suite d'une mesure qui avait été prise l'année dernière. Il y a quelques éléments dans les sociétés à l'IS qu'on ne peut pas amortir et le fonds de commerce en faisait partie, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de temps défini de l'utilisation d'un fonds de commerce. Par exemple, quand j'amortis un camion, je l'amortis sur 5 ans parce que je vais l'utiliser 5 ans. Un fonds de commerce, c'est très difficile de savoir à quelle vitesse je l'use. Néanmoins, pour des raisons fiscales et puis pour permettre l'investissement, on avait décidé de permettre à ces entreprises de recourir à l'amortissement, c'est-à-dire à la provision, à passer des charges pour tenir compte de la dépréciation, enfin pour tenir compte de l'usure d'un fonds de commerce. On a eu des clauses anti-abus. Retenez une chose, c'est que ça ne marche pas quand je me vends des fonds de commerce dans mon propre groupe et quand je me vends à moi-même un fonds de commerce par le truchement, par exemple, d'une autre société. Un petit rappel, c'est que bien évidemment, mon amortissement de fonds de commerce, on va en tirer toutes les conséquences dans le régime des fusions, mais c'est une question un peu technique. Voilà. Allez, la parole à un duo maintenant. David Fuselier et, après, et Laurent Ladoux. C'est gauche non, droite. Droite ou gauche? Droite. Allez, avec Laurent, on est chargé de vous parler de l'entreprise individuelle. On va tout d'abord faire un petit rappel historique de la notion d'entreprise individuelle. On est, c'est pas péjoratif, sur les petites entreprises qui, pour des raisons comptables, fiscales, sociales, décident de ne pas exercer en société. Et on sait qu'il est difficile puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de dissociation entre le patrimoine personnel et le professionnel de l'entreprise. S'il y avait un looping professionnel, c'était tout le patrimoine qui partait. Donc c'était un frein à l'entrepreneuriat et donc il fallait encadrer ceci pour pouvoir protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs. Donc c'est passé par la création d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en 85. Tout simplement, c'est une SARL, on va dire unijambiste, avec un seul associé. Il y a eu au début des années 2000 la mise en place pour les entreprises individuelles de la déclaration d'insaisissabilité, qui n'a pas eu un succès tonifiant pour plusieurs raisons. Et il a donc été créé en 2010 la notion de statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avec cette fois-ci la mise en place de 2 patrimoines professionnels et personnel, avec une notion d'affectation. Donc c'était l'entrepreneur qui décidait d'affecter à son patrimoine professionnel un certain nombre de biens. Laurent en reparlera tout à l'heure. C'est la réforme de 2022 avec la suppression de ce statut de IRL et la définition d'un nouveau régime. On revient à la notion d'entreprise individuelle et on vous en reparlera tout à l'heure. Alors, quel est l'intérêt de rester aujourd'hui en entreprise individuelle plutôt que d'aller vers un régime sociétaire? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, souvent un problème de simplification des choses. Déjà, vous êtes tout seul, donc vous vous entendez avec vous-même. Même s'il existe d'autres formes de société où on peut être un seul associé. Il n'y a pas d'apport minimum. Il y a des obligations comptables relativement restreintes. Donc, on va dire globalement un côté facile, entre guillemets, d'entreprendre et qui incite donc les futurs entrepreneurs à le faire. Et puis, il y a une option possible sur la notion de micro-entreprise. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2023, entreprise individuelle ou société, on doit passer par une immatriculation via le guichet unique des formalités. Et les professionnels vous diront comme c'est très facile de passer par ce guichet. Un vrai bonheur. À toi, Laurent. Allez, merci. Alors, si on rentre juste un petit peu plus dans le détail, en fait, l'entreprise individuelle, comme on l'a dit, enfin,
consiste en quoi? La principale idée, en fait, c'est d'avoir une dissociation du patrimoine, c'est-à-dire son patrimoine privé et son patrimoine professionnel. Donc, si on prend la définition que l'on a dans le Code du commerce, donc l'entreprise individuelle, c'est l'entrepreneur individuel et la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. L'intérêt de cette dissociation donc, de patrimoine, c'est de mettre à l'abri son patrimoine privé et d'avoir, comme une société, comme une entreprise, son patrimoine destiné à l'activité professionnelle. La consécration de l'existence du patrimoine d'affectation. Alors là, on enfonce un peu plus le clou. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire, donc l'entrepreneur à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constitue le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve donc de certaines dispositions du Code de commerce, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel, non compris dans le patrimoine professionnel, constituent son patrimoine personnel. On n'a plus de choix, c'est-à-dire que ce qui est professionnel n'est pas personnel et ce qui est personnel n'est pas professionnel. Voilà. Donc on va rentrer cette fois-ci dans la fiscalité pure et dure de ce fonctionnement. Donc je te laisse la primauté. Ah non, c'est encore un petit peu à moi. Sur la composition du patrimoine professionnel. Donc pour l'application du deuxième alinéa du Code de commerce, les biens, droits et obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire utile à l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un pôle, c'est vraiment tout ce qui est nécessaire à l'activité. Ça peut être le véhicule, ça peut être une licence, ça peut être tout un tas de choses. Les conséquences de l'automaticité ou la deuxième mort du principe de liberté d'affectation comptable. Il n'est plus possible de choisir de conserver certains biens ou droits dans son patrimoine personnel. L'immobilier d'entreprise, les droits de propriété intellectuelle. Voilà. Avant, on pouvait scinder un petit peu avec l'entreprise, avec l'EIRL. EIRL qui est encore en fonctionnement, bien évidemment. Elle est pas, même si on ne peut plus faire de EIRL, les EIRL existantes sont encore en activité. Mais voilà, aujourd'hui, il n'est plus possible de distinguer. Ça se fait automatiquement. Patrimoine professionnel d'un côté, patrimoine privé de l'autre. On a l'habitude, quand il y a transfert de propriété, vente, donation, succession, qui est fiscalité attachée à ça, puisqu'on change de patrimoine. Et bien là, il y a une absence de fiscalité quand on fait l'affectation en fait, dans l'entreprise individuelle de certains biens en disant à l'instant T, c'était personnel et ça devient professionnel. Il n'y a donc pas de fiscalité à proprement parler de ce transfert d'un patrimoine à l'autre. On mettra un petit bémol tout à l'heure par rapport à la cessation d'activité. On a un régime qui est particulier, qu'on appelle chez nous les biens migrants. Alors, je vais l'illustrer par un exemple très simple. Vous avez un médecin à la retraite qui vient vous voir, qui vous dit je vends mon appartement. Très bien. Vous allez l'acheter quand? Je l'ai acheté en 1990. Bon, écoutez, monsieur, ça fait 32 ans que vous êtes propriétaire. Par le truchement des abattements, vous êtes exonéré de plus-value. Par contre, vérifions quand même un point. Est-ce qu'à un moment, vous l'avez affecté professionnellement à votre activité de médecin? En général, ils vous disent non. Mais quand vous allez gratter un peu plus et vérifier avec le comptable, oui, à un moment, ça a été affecté au patrimoine professionnel de son activité. Et donc, on va être obligé de sortir cette durée pendant laquelle il a migré d'un patrimoine personnel à un patrimoine professionnel pour le calcul de la détention. Et par exemple, s'il l'a affecté de 2004 à 2017, tout simplement, il y a 13 ans qui ont échappé donc, à la plus-value des particuliers, et donc il va redevenir taxable à ce titre. Donc il y a danger là-dessus, parce que premièrement, quand il arrive, il est retraité, donc il n'a plus d'activité. Donc si on n'a pas, entre guillemets, l'idée de dire, au fait, quelle était votre activité, et est-ce qu'à un moment, cet appartement a été affecté à votre patrimoine professionnel, on peut avoir des plus-values complètement différentes. Après, je ne vous cache pas les difficultés de récupérer aussi les déclarations qui ont été faites en cessation d'activité professionnelle. Voilà pour les biens migrants. Alors, il y a un certain nombre d'exonérations et de liquidations qui vont être différentes en fonction de la soumission. Alors, il faut savoir que l'entreprise individuelle, par défaut, est soumise à l'impôt sur le revenu. Donc, soit dans la classe des bénéfices industriels et commerciaux, si c'est une activité commerciale, en bénéfices non commerciaux,
par exemple pour les professions libérales. Vous avez certains notaires qui existent en entrepreneur individuel et à ce titre donc soumis au BNC. La liquidation de l'entreprise individuelle, c'est-à-dire la cessation d'activité, est la même conséquence d'un point de vue fiscal. Et donc, ça impose immédiatement les bénéfices qui ne l'ont pas été, et également ce qu'on appelle les plus-values latentes, ou en report, ou en sursis d'imposition, puisque vous pouvez, à certains moments, quand vous affectez les biens, eh bien, avoir des plus-values qui ne sont pas exigibles, mais qui sont reportées ou en sursis d'imposition. Et elles le deviennent donc immédiatement exigibles. C'est un peu la révolution, c'est qu'en entreprise individuelle, on peut être soumis à l'impôt sur les sociétés. Alors, je ne sais pas si le terme impôt sur les sociétés devrait rester tel qu'il est, puisque c'est un peu antinomique, mais voilà, on peut opter à l'impôt sur les sociétés, et on peut même demander à être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qu'on appelle plutôt dans le langage courant SARL unipersonnel. Faut savoir que l'assimilation à l'EURL elle devient irrévocable avec les conséquences qui est derrière sociales, etc. Par contre, l'option à l'IS, elle peut être révocable pendant une durée de 5 ans. Avec, bien sûr, à ce moment-là, des conséquences sur notamment les plus-values et les bénéfices. Le fait de partir sur une entreprise individuelle avec une option fiscale, on crée une personnalité fiscale différente de sa propre fiscalité. Puisque si on est en impôt sur le revenu, c'est comme si vous déclarez on va dire des salaires, vous déclarez du BIC ou du BNC, mais c'est la même déclaration que votre déclaration sur vos revenus personnels. Voilà pour cette partie-là. Il me semble que c'est toi. Oui, c'est moi. Donc pour l'option IS, on l'a dit tout à l'heure, donc l'entreprise individuelle, j'exerce mon activité, je perçois une rémunération, c'est la même personne d'un point de vue fiscal, donc je suis imposé en tant que tel. Par contre, quand on prend une option IS, impôt sur les sociétés, là, on va avoir une dissociation en fait, du régime fiscal. Et on va avoir bien deux personnes, si je puis dire, distinctes, tout simplement parce que il ne faut pas que je m'enflamme et que je respecte bien, par contre, la chronologie. Les conséquences fiscales de l'option. Voilà. Donc les conséquences, si on prend l'option d'impôt sur les sociétés. Donc si l'option, après une période d'activité au régime IR, c'est-à-dire que dès le début, on n'a pas pris cette option, on est resté sous un régime classique, donc d'impôt sur le revenu. La cessation donc, fiscale de l'entreprise individuelle emporte une taxation des bénéfices non imposés. La fiscalité sur le transfert des biens, plus-value professionnelle, application donc, des dispositions du Code général des impôts. Donc c'est-à-dire que le fait de passer sur une fiscalité IS va générer une imposition à ce niveau-là. Lors de la reprise d'un bien dans le patrimoine personnel, là c'est pareil, sauf que ça marche dans l'autre sens, assimilé à une cession de biens, donc avec le calcul de plus-value et distribution des sommes réputées perçues imposables dans les catégories des revenus des capitaux mobiliers. Voilà. Et enfin, on a une fin du report d'imposition éventuelle, donc des plus-values. Hop. Ça passe pas. Voilà, c'est bon. Le régime fiscal, donc, à proprement parler. Quelles sont les conséquences pour moi, chef d'une entreprise individuelle ? Les conséquences fiscales, c'est que je vais être soumis donc, à toutes les taxes que pourrait être grevée une société dite professionnelle, société soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc on a une soumission à la taxe sur l'affectation des véhicules, on a la soumission à la CVAE et la soumission à la CFE. On est vraiment dans le cadre d'une entreprise à part entière. La liquidation donc, d'une entreprise individuelle ayant opté pour l'IS, alors là on part dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on liquide, on cesse l'activité. Donc les mêmes conséquences qu'une cessation d'une entreprise, avec cependant un point de vigilance, donc la cessation fiscale donc, peut provenir de différentes situations. Donc la cessation d'activité, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui cesse son activité, le changement réel d'activité, voire malheureusement le décès de l'entrepreneur sans poursuite de l'activité. Et là, j'espère que je ne vais pas vous perdre. L'entreprise individuelle, donc on a un principe qui s'appelle le principe de transfert universel de patrimoine professionnel. Donc c'est le transfert de l'entreprise individuelle.
Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens et obligations, donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Dont celui-ci est constitué, il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit lorsque le bénéficiaire est une société. Le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d'un apport. Attention, sur le plan juridique, il convient donc de procéder à un acte de TUP et non de cessation de fonds de commerce. Il faut faire le parallèle, j'en suis fort navré, mais il faut faire le parallèle avec les scissions, certains genres de scissions de sociétés pour lesquelles on peut avoir un transfert d'universalité de patrimoine dès lors que l'entreprise, la société, se retrouve à un seul associé. Normalement, une société, il faut 2 personnes. Dès l'instant qu'on a une personne, une entité qu'on appelle personne morale, au lieu de liquider, enfin de dissoudre et de liquider l'entreprise, on a un moyen, c'est de transmettre directement le patrimoine de l'entreprise à l'associé unique. En fait, c'est une transmission universelle de patrimoine. Là, c'est un petit peu le même fonctionnement pour l'entreprise individuelle. Voilà, ça permet de transférer aussi bien l'ensemble des actifs que du passif de l'entreprise individuelle, donc à la société. La fiscalité du transfert universel de patrimoine professionnel, donc TUP, en cas d'option IS, donc c'est une assimilation à une cession de droits sociaux. Voilà. C'était pas très rigolo, j'en suis fort navré. Allez, hop. Alors, je vais prendre le relais quelques instants. Alors, on va vous parler de TVA, facturation électronique. Nous n'allons pas vous en parler. Alors, vous allez voir, je crois que quand on est président, on ne choisit pas forcément les thèmes, du coup, puisque moi, on m'a collé sur l'association du club des Piou-Piou de Valmorel d'Oussy. Par rapport à... En fait, c'est les avantages concurrentiels que peuvent... par l'intermédiaire d'associations, en fait. Donc, il est prévu, donc, depuis la nouvelle loi de finances, donc, un assujettissement aux impôts commerciaux d'une association qui ne recherche pas le profit, mais qui entretient des relations privilégiées avec certains de ses membres qui en tirent un avantage. Donc, je pense que l'association des Piou-Piou, ça peut parler à tout le monde. Donc, effectivement, vous voyez un petit peu le système. Donc, c'est quand il y a effectivement des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en tirent un avantage, leur permettant d'augmenter leurs recettes et qui est caractéristique d'une gestion non désintéressée. Donc, on pense au ski, on pense à la neige et on pense au Piou-Piou. Et donc la TVA, il y a juste un slide sur la TVA, parce que sinon on peut y passer toute la soirée. Alors c'est la TVA sur la marge et les terrains à bâtir, puisqu'il y a eu une petite révolution, enfin je ne sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas pour nous, qui certainement clarifie les choses, c'est que lorsqu'en fait nous vendons un terrain à bâtir qui a la même qualification juridique au moment de l'achat qu'au moment de la revente, ça c'est le premier critère, dans ce cas-là effectivement, nous sommes sur la TVA sur marge. Même identité juridique, terrain constructible, revente d'un terrain constructible. Par contre, il y a une notion qui va poser certainement question dans l'avenir, c'est la notion de TVA d'amont non déduite. C'est-à-dire que la TVA sur marge s'applique aux cessions de terrain à bâtir sous réserve, premièrement, que l'acquisition ait été soumise à la TVA sans que cette taxe n'ait été déduite. Voilà, donc il faut acheter en TVA si on veut être d'ailleurs sur la TVA sur marge, sans déduire la taxe, ou que le prix d'acquisition du terrain non soumis à la TVA comportait une TVA d'amont non déduite. Ça veut dire en fait une acquisition précédente qui serait elle-même soumise à la TVA. Voilà pour la TVA sur les terrains à bâtir, ça change un petit peu notre pratique professionnelle. Mais je laisse la parole à Pierre-Louis Grenier. Alors, n'hésitez pas à intervenir parce que là, ça va... c'est des cas pratiques. Alors, cette dernière partie est une proposition de la Chambre des notaires d'Auvergne pour en fait ouvrir effectivement un débat sur une mesure qui brille par son absence. Vous l'avez vu, on a relevé le barème de l'impôt sur le revenu, on a relevé le barème d'un certain impôt sur les sociétés, mais sans doute un oubli, il n'y a pas eu de relèvement des abattements pour les donations. C'est-à-dire, on est toujours sur notre système de 100 000 euros, pas que de 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. L'idée étant la suivante, c'est de faire un point sur ce qu'il est possible de faire en dehors de ces circonstances-là, dans le cadre d'une activité et d'un travail de transmission de patrimoine. Et on va tomber sur
la limite qu'il y a en fait quand on travaille sur cette typologie de dossier. C'est la notion d'abus de droit fiscal. En gros, l'idée, c'est de faire des montages, de faire des actes qui vont avoir pour but de mieux transmettre le patrimoine à ses enfants, à ses petits-enfants, etc. Et l'administration fiscale va venir dire, là, vous passez un certain nombre de limites. On va étudier ces conditions. Alors en plus, il faut bien voir qu'il y a eu une évolution de cette notion d'abus de droit. Premièrement, avant 2018, on a toujours eu le même système. 2 critères cumulatifs. Déjà, je rappelle que l'administration fiscale, c'est à sa charge. C'est à elle de prouver qu'il y a ce qu'on appelle un abus de droit. Et elle doit réunir 2 critères cumulatifs que sont le critère objectif et le critère subjectif. Le critère objectif, c'est l'utilisation abusive d'un texte de loi. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand je prends un texte de loi et que je l'utilise contre l'esprit de l'auteur. L'idée étant de dire que j'ai trouvé, entre guillemets, la brèche dans le texte qui me permet d'atteindre un objectif contraire à ce qu'avait en tête l'auteur de la loi lorsqu'il l'a promulguée. Le deuxième critère, il est subjectif, c'est que le seul but que je poursuivais quand je passais ces actes et que j'accomplissais ce montage, c'était de réduire ou de supprimer l'impôt. Je ne voulais rien d'autre. Bon, on arrivait à avoir une certaine vision des choses. Mais en 2018 est intervenu un nouveau texte qui s'appelle, on l'appelle le mini-abus de droit. C'est-à-dire que déjà, l'abus de droit, c'est la voiture balai de l'administration fiscale. Si je trouve rien, je mets l'abus de droit. Et là, maintenant, encore derrière la voiture balai, il y a l'autre voiture balai qui est le mini-abus de droit. On va retrouver nos critères. Premier critère, alors déjà, je vais revenir sur une notion. L'administration peut désormais écarter. Qu'est-ce que ça veut dire quand l'administration dit « j'écarte un acte » ? Je prends un exemple très simple. En fait, quand je vends un bien, je suis soumis à une fiscalité. Et quand je touche des sous et que je redonne ces sous à mes enfants, je suis soumis à une autre fiscalité. Il se trouve que quand je donne à mes enfants et qu'ils vendent par la suite, je n'ai pas d'impôt de plus-value. Je vais illustrer très simplement. Je vends pour 100, après impôt, je reçois 80. Je redonne à mes enfants derrière, ils reçoivent 60. Si je fais l'inverse, si je fais la donation avant la cession, c'est-à-dire que je donne à mes enfants et c'est eux qui vendent. Quand je donne à mes enfants, je vais peut-être payer 20, il va rester 80, mais eux n'auront pas d'impôt à payer sur la cession. Donc, juste le fait d'inverser le process entre donation et cession permet d'économiser de l'impôt. Mais il y a toujours un avantage patrimonial. L'objectif, c'est quand même de transmettre à ses enfants. Bon. Et bien en fait, l'administration fiscale, si elle dit qu'il y a abus de droit et si elle le démontre, elle va dire « je ne tiens pas compte de votre donation et je vous taxe sur la valeur que vous avez cédée, vous, puisque je ne reconnais pas votre donation. » Donc en gros, l'idée c'est de dire que l'administration fiscale peut dire « ça ne me regarde pas ce que vous avez fait, je n'en tiens pas compte ». Et toujours, on va retrouver nos 2 critères. Le premier qui est l'application littérale d'un texte, c'est-à-dire utiliser un texte contre les objectifs poursuivis par son auteur. Et le deuxième critère qui est un critère subjectif, mais là, cette fois, attention. On ne parle plus de motif exclusif, c'est-à-dire qu'on ne demande plus à ce que le seul motif de pourquoi j'ai passé ces actes et fait ce montage, c'était d'éviter de payer de l'impôt. C'est que c'était mon motif principal. Et là, ça pose de grosses questions. Ça pose de grosses questions parce que autant je peux quantifier ce que c'est qu'un avantage fiscal. Si je compare 2 situations, globalement, j'arriverai à trouver ce que j'en ai ressorti en termes d'économie d'impôt. Mais qu'est-ce que je poursuis d'autre, en fait, dans ce genre d'acte ? Par exemple, la sécurisation d'un conjoint, l'avantage, effectivement, donné à un enfant, un objectif de sécurisation financière ou d'investissement réalisé par un enfant, comment ça se quantifie ? Donc, ça crée une certaine interprétation divergente de ce que l'on perçoit, nous et l'administration fiscale, de ce qui est en fait une notion d'abus de droit. Et donc se posent les questions suivantes. 3 catégories de choses qu'on fait quotidiennement dans les études notariales. Est-ce que je peux faire une donation en nue propriété ? C'est-à-dire, on le sait, la donation en nue propriété, c'est pas donner toute la propriété. C'est donner une quote-part de la propriété qui vaut une certaine valeur. Et comme en fait l'usufruire tombera sur la tête du nu propriétaire, il n'y aura pas d'impôt à la fin. J'économise de l'impôt en faisant ça. Est-ce que je peux donner de manière temporaire l'usufruit à l'un de mes enfants ? Est-ce que je peux changer de régime matrimonial avant de procéder à une donation ? L'idée étant que j'ai un bien, moi, que j'ai reçu, qui est un bien personnel.
je souhaite le donner à mes enfants. Mais il se trouve que moi, j'ai qu'un abattement par enfant. Et si, par exemple, on partageait ce bien avec mon conjoint, eh ben, ça ferait 2 abattements. Ça ferait 2 fois 100 000 au lieu d'1 fois 100 000. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire la donation avant cession? Le principe que j'ai expliqué tout à l'heure. L'administration fiscale, depuis 2018, et c'est pour ça qu'on fait cette partie-là, a commencé à nous donner quelques éléments. Elle a commencé à répondre à des interrogations. Et elle a précisé 2 choses fondamentales. La première, c'est que quand le législateur lui-même a souhaité valider, encourager, appuyer un dispositif, bien évidemment qu'on ne peut pas revenir au titre de l'abus de droit sur cette notion. C'est-à-dire que si c'est prévu dans la loi, explicitement, on ne peut pas venir me dire « mais vous avez utilisé la loi contre son propre intérêt ». Elle a donné quelques exemples, mais se refuse en fait à donner une vraie liste. En vrai, ce qu'on attend de l'administration fiscale, c'est qu'elle nous dise « ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Elle s'y refuse. En revanche, par exemple, elle a dit que la donation en nue propriété était parfaitement acceptable. Et c'est logique, puisqu'on a tous les textes pour pouvoir pratiquer la donation en nue propriété. Elle rappelle une autre chose qui me paraît très importante. Le comité de l'abus de droit régulièrement dit que, globalement, le contribuable peut choisir le chemin fiscal qui lui est le plus favorable. Et ça renvoie directement à l'idée de donation avant cession. Plutôt que, entre guillemets, bêtement, de céder puis donner, j'ai le droit d'être intelligent, entre guillemets, de me dire « mais attends, je vais donner puis céder ». Puisque ça me coûte moins cher. Fort de ces 2 constatations, essayons d'en déduire quelque chose au niveau de ces questions-là. En ce qui concerne la donation en nue propriété, ça a été validé, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne par exemple la donation d'usufruit temporaire, il y a 2 façons de procéder. Si on attribue un usufruit temporaire portant sur un immeuble et que le seul but effectivement, et que la seule résultante de cette chose-là, c'est que je baisse effectivement mon IFI, exemple, un bien qui n'est pas loué, pas utilisé, rien. J'en donne l'usufruit temporaire à un enfant. Qu'est-ce qu'il en retire l'enfant? Rien. Donc, le seul motif, basiquement, qui ressort du dossier, c'est que j'ai voulu avoir moins d'IFI à payer. En revanche, donner l'usufruit temporaire à un enfant sur un appartement, dans une ville dans laquelle il fait ses études. Ou donner l'usufruit temporaire à un enfant, sur un bien loué qui lui permet d'avoir des revenus complémentaires parce qu'il a par exemple un 2e enfant. Là, en fait, on voit que l'intérêt patrimonial vient aussi prendre sa part vis-à-vis de l'intérêt fiscal. Et là, on comprend les circonstances du dossier et on peut l'expliquer et dire il n'y a pas abus de droit parce que ce n'est pas principalement fiscal. Il y a un vrai besoin physique, je dirais, en termes d'histoire. Quid du changement de régime matrimonial? Là, c'est pareil. J'ai un bien qui vaut 200, or j'ai un seul enfant. Eh bien, si je change de régime matrimonial pour dire juste ce bien, je le mets en commun avec mon conjoint et 2 jours après on le donne, forcément, qu'est-ce que vous voulez penser d'autre que tout ça a été fait uniquement pour économiser de l'impôt? En revanche, quel est l'intérêt principal d'un changement de régime matrimonial? C'est quoi le but poursuivi d'un changement de régime matrimonial? La protection du conjoint. Donc, quand je vais rédiger mon changement de régime matrimonial, si par exemple, on est dans un couple où il y a 80-20 en termes de pourcentage de détention du patrimoine, il faut qu'on fasse, par exemple, un changement de régime matrimonial où on met en communauté une bonne dose du patrimoine, qu'on nourrisse ça en expliquant qu'il y a un fort déséquilibre et que par souci de la protection du conjoint, on va accomplir ça. On va peut-être aussi aller chercher des clauses de préciput, c'est-à-dire dire en gros, attends, la résidence principale, je veux l'avoir en pleine propriété en cas de décès pour me protéger. Ça fait partie des choses. Deuxièmement, dans ma donation, je peux peut-être conférer, si je donne en nue propriété, l'usufruit successif au conjoint. Toujours dans ce souci de protection qui doit conduire l'intégralité de notre dossier. Et enfin, du temps. Il faut laisser du temps entre les opérations et c'est pour ça qu'il faut anticiper longtemps à l'avance ces phénomènes-là. Pourquoi? Parce que si par exemple je laisse 3 ans entre le changement de régime matrimonial et la donation, 4 ans, 5 ans, autant que vous voulez, il existe quand même un aléa pour que je puisse avoir accompli le régime matrimonial puis la donation. Il y a 4 ans entre les deux. Donc il y a autant de choses qui peuvent se passer en 4 ans. Et puis concernant les donations avant cession, reprenons encore là la logique. L'objectif, bien sûr, c'est de transmettre. Mais il ne faut pas que l'objectif principal, ce soit d'éluder l'impôt de plus-value sur la cession. Donc il faut que l'objectif de transmettre soit très important. Donc qu'est-ce qui va compter dans ces opérations-là?
c'est que l'enfant qui reçoit la donation puis qui vend conserve le bénéfice de ce qu'il a reçu. Et un exemple très concret, quand je donne à un enfant mineur des titres en pleine propriété, qu'il les vend, c'est moi qui signe, qu'il les récupère sur un compte, c'est moi qui ai les moyens de paiement du compte, et que je prends dessus. Alors là, je prends l'exemple le plus grossier, mais bien évidemment qu'en fait, on va soupçonner l'abus de droit. Quand par exemple, je donne à un enfant, que je lui dis tu vends, et que je lui dis tu réinvestis dans la société que je contrôle et que j'arbitre, là aussi on a des problématiques. Ici par exemple, et ça a été souligné par Dufresnoy, si par exemple je donne en pleine propriété à un enfant de 25 ans, qui par exemple a un projet immobilier, acheter une résidence principale, s'il touche 100 000 € en franchise d'impôt et qu'il réinvestit dans sa résidence principale, je suis quand même très près de la sécurité. Mais notons toujours une chose. Ce que je viens de décrire là, c'est de la pratique qu'on voit dans les études, qu'on voit dans le notariat. On nourrit en fait les actes, on donne de l'explication. Mais on est toujours dans un principe mouvant. Donc il faut énormément de précautions. Juste un petit rappel sur la procédure de l'abus de droit. Donc on a toujours cette procédure à 2 étages. La procédure de l'abus de droit classique, ça c'est le motif exclusif, et la procédure du mini-abus de droit qui est le motif partiel principal. J'ai le droit aux mêmes choses, aux mêmes garanties. J'ai le droit d'aller chercher le comité de l'abus de droit fiscal. Alors, le problème, c'est que l'administration fiscale n'est pas obligée de suivre l'avis de ce comité. Donc, c'est une sécurité, mais surtout, j'ai l'opposabilité d'un rescrit. Je peux poser la question à l'administration fiscale. Si elle répond favorablement à ma demande, plus jamais on ne peut revenir vers moi sur cette question. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas obligée de répondre, l'administration fiscale. Il y a un autre point qui est important entre ces 2 procédures, c'est que l'abus de droit peut conduire en fait à une majoration de 80%. En gros, retenez qu'en abus de droit, on peut multiplier par 2 l'impôt. C'est pour ça que l'enjeu est important. Je ne pourrais appliquer qu'une majoration de 40% sur le mini-abus de droit, sauf si, je résume, je savais que j'étais déjà en mini-abus de droit et que je faisais sciemment en fait l'opération. Notons une chose, c'est que ça concerne les actes passés à compter de 2020. Donc, si vous avez fait des actes en 2018-2019, ça ne peut pas être concerné ça ne peut pas se voir concerné en fait par une procédure de mini-abus de droit. Mais effectivement, ça demande effectivement de prendre des précautions supplémentaires. Voilà. Merci. Hop. Voilà, nous arrivons à la fin. Alors déjà, merci à tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, pas par le chat, puisque nous n'avons pas de chat, en fait. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, dans la salle, qui pourraient profiter aux gens qui sont en distanciel? N'hésitez pas. On est là. Non, pas trop de questions. C'est que ça a été très clair, du coup. Hein. Alors, juste pour expliquer, ces conférences Parlons, elles sont destinées, effectivement, déjà à nous retrouver, à pouvoir échanger, enfin, nous présenter, nous, des règles qui nous tiennent à cœur et des renseignements qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est retransmis à chaque fois en visioconférence parce que il nous tient à cœur aussi de pouvoir informer les personnes qui ne sont pas sur la région clermontoise et qui sont dans d'autres départements aussi, puisque nous sommes une chambre interdépartementale. Il y a 3 conférences dans l'année. Donc, là, c'est une sur la fiscalité. Effectivement, la prochaine sera Parlons immobilier, elle sera au mois de juin. Et il y en aura une à l'automne, la date n'est pas encore tout à fait arrêtée, la période, mais qui sera sur un thème à préciser. Voilà, ça nous tient à cœur, donc n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre, à en parler autour de vous. Et puis je remercie tous mes compères, Pierre-Louis Grenier, hein, le seul qui n'est pas notaire, mais qui travaille toujours avec les notaires, puisque la société Unofi est un partenaire et travaille directement avec les notaires. Voilà, Maître Achard, Maître Fuselier, Maître Ladoux, Maître Dutour. Merci. Et puis, pour ceux qui sont là, hein, ceux qui sont en distance, non, mais pour ceux qui sont là, en tout cas, on vous invite à venir boire un petit pot. Voilà, un petit cocktail qui est juste à côté. Voilà, merci.